Voilà. Alors, je vous ai fait un petit talk sur le très intuitif, très spontané sur ce que je pense vraiment très honnête sur ce que je pense qui est en train de se passer. Et c'est important parce que je commence par attendez si ça marche, c'est ça. Voilà. Déjà, je me présente. Je m'appelle donc Frédéric Rayard. Je suis un des deux fondateurs de Fred et Farid. Là, je suis avec mes trois fils. Et je suis aussi donc le fondateur du spin-off de Fred et Farid et Imagination, pour ceux qui sont rentrés tard dans la salle, qui a été en fait à l'époque le premier studio AI de notre industrie, parce qu'on y a cru très très tôt en fait. Et en social media, c'est ma photo, donc si vous voyez cette photo, c'est-à-dire que c'est mon compte. Voilà, j'ai mis après un petit flashcode à la fin pour ceux qui veulent connecter sur LinkedIn. Et voilà un petit peu donc quelques images juste pour vous montrer. Donc on a eu une approche très 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 expérimentale chez Imagination, c'est-à-dire que on a fait ce spin-off avec des gens. D'ailleurs c'est assez intéressant culturellement parce que quand j'ai fait spin-off, j'ai essayé de recruter en interne chez Fred et Farid et j'ai eu des réponses plutôt négatives de Paris et New York qui étaient très parisiens et des réponses hyper positives de Los Angeles et Shanghai. Je trouvais que c'était culturellement intéressant de voir qu'on est passé de l'Atlantique qui a dirigé le monde au Pacifique qui maintenant lead le monde avec la tech. Et c'est vrai que c'est tout né dans le Pacifique maintenant, hein. On est passé Pacific Time et donc je me suis retrouvé avec une équipe de 26 personnes qui étaient chino-californiennes et donc je trouvais ça intéressant. Et donc on a en fait, moi j'ai été exposé à l'AI très très tôt parce que j'habitais à Los Angeles. Et donc, à Los Angeles, la tech, elle n'est pas que dans les magazines, elle est vraiment dans la rue, quoi. C'est-à-dire que on a, enfin, dans toute la Californie, c'est-à-dire qu'il y a les voitures sans chauffeur, il y a les petits robots qui livrent à Santa Monica. C'est très tangible, en fait, hein, la tech. Et donc, j'ai eu la chance d'être à Los Angeles, en Californie, quand la météorite JPT est tombée sur Terre, parce que c'est vraiment une météorite. Et je me rappelle, donc c'était la première ou la deuxième semaine, c'était vraiment le tout début, quoi. Personne ne connaissait, aucun de mes copains même ne connaissait. Donc j'ai pu frimer un petit peu pendant quelques semaines, et je me suis retrouvé en fait à essayer GPT. Et mon premier prompt, c'était de demander à l'IA de me faire un dialogue entre une Porsche 911 et une Tesla, donc la vieille Porsche et la nouvelle Tesla. Et j'ai vraiment espéré que ce soit mauvais. En tant que créatif, je me suis dit, pourvu que ce soit mauvais, sinon on est mort. Et en fait, c'était bon, c'était vraiment un bon dialogue. Et donc, ça m'a vraiment dérangé. Et moi, j'étais abasourdi, c'est-à-dire que mon monde s'est effondré à ce moment-là. Et parce que j'ai passé ma vie à valoriser la création, valoriser les créatifs, valoriser auprès des marques la valeur d'un créatif, la valeur de la création. Et soudain, j'ai dans ma main, dans ma poche, une espèce de petit programme, un petit logiciel, petit truc qui est super fort en création. Et en fait, c'était pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, moi, je suis tombé vraiment et je me suis dit, mais c'est fini. C'était vraiment la dernière image du film de David Fincher, Fight Club, quand, quand les immeubles tombent. Moi, j'ai vu tous les immeubles tomber, j'étais déprimé. Et je suis resté, mais vraiment 3 heures assis par terre dans la penderie sur le plancher avec mes trois fils à prompter. Mon fils aîné, il était, mais papa, j'arrête les études, ça sert à rien en fait. Je dis, ah, non, attends, on va voir comment la société réagit, continue quand même. Et donc c'était vraiment un choc. Et après, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, on s'est dit, comme il y a beaucoup de gourous de l'IA sur LinkedIn, tout le monde s'autoproclame gourou de l'IA, etc. Et j'aime pas rentrer là-dedans. Et je crois beaucoup à faire, en fait. Moi, je suis un entrepreneur, donc moi, je passe par l'expérience, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, l'IA, tout le monde en parle, personne n'en fait. Nous, on va faire l'inverse. On ne va pas en parler, mais on va faire. C'est vraiment une mentalité d'entrepreneur comme un grand entrepreneur, Franck, qui est ici. Et donc, c'est nous, on fait. On passe à l'action, on fait et on théorise après, mais sur une base de réel, en fait, hein, pas autre chose. Et donc, on a fait, en fait. C'est-à-dire qu'on a produit des centaines de milliers d'images. Alors, c'était les débuts. On promptait via Discord pour Midjourney. Et c'était vraiment les débuts, c'était le vintage de l'IA, quoi, hein. Et avec des outils qui n'étaient pas encore parfaits, etc. Mais on s'est vraiment éclaté. Et on a allé sur Reddit, Discord, la nuit, sur des obscurs forums de discussion pour récupérer ce qu'on appelait à l'époque, peut-être s'il y en a qui ont prompté au début, les flags ou les modifiers, qui étaient les petits codes en fin de prompt qui vraiment faisaient la différence dans le prompt. Et donc, on s'est lancé comme ça, et on s'est fait notre propre opinion, dans un truc vraiment esprit d'équipe, tous ensemble, en se donnant les petits tricks pour arriver à du bon prompting. Et surtout, on l'a fait, et j'insiste là-dessus, dans un disrespect of technology, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas vénérer la technologie comme
la culture autour de nous, la culture californienne. Nous, on était vraiment dans un souci artistique, c'est-à-dire que on n'hésitait pas à prendre, pour ceux qui se rappellent de cette époque, la 5.2 de Midjourney alors que la 6 était sortie. Vous savez qu'on on pouvait revenir via Discord sur la 5.2. Si on décidait que sur telle ou telle série, c'était bien d'utiliser les tuners. Vous vous rappelez les tuners qu'il y avait, on pouvait combiner les tuners entre eux. Et donc on se disait, c'est pas grave, on prend la 5.2, on n'est pas des tech guys, on est des artistes. Les vrais tech guys de l'IA, de toute façon, ils ont commencé il y a 40 ou 50 ans. Et ils sont dans les vallées, ils ne sont pas dans les agences. Hein. Donc nous, on n'y connaît rien, mais vraiment, je vous le dis. Nous, on est vraiment des... Par contre, on est des bons utilisateurs. Et je me dis, c'est ça le plus important, c'est-à-dire que je ne sais pas si les Daft Punk savaient comment techniquement fonctionnait le sampling pour que le son arrive dans les enceintes. Et en fait, on s'en fout. Ils faisaient la meilleure musique avec. C'est ça. Et nous, c'est notre philosophie. Donc on est très dans la non-vénération de la technologie, mais la vénération de l'outcome artistique que nous offre la technologie. Et c'est vraiment notre mindset. Alors, en fait, je voulais commencer en disant l'IA générative, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'imagine, du luxe ici, et donc l'IA générative ne peut pas ne pas influencer le luxe. C'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas un impact important sur le monde du luxe et des conséquences et des ajustements du monde du luxe à l'IA. Parce que c'est trop puissant ce qui est en train de se passer. Alors, je voulais en fait partager, alors je l'ai fait un peu au bon sens, comme ça, au gut feeling. Encore une fois, je suis un entrepreneur, je ne suis pas un théoricien, donc je vais juste parler avec mon ventre et donc vous dire ce que moi j'ai pu observer déjà depuis quelques temps. Donc, je vais vous présenter en fait 9 constats que je suis en train de faire sur l'IA. Et ensuite, 9 antidotes, 9 trucs que je trouve importants pour les marques de développer aujourd'hui pour passer en fait ce cap de l'IA, cette révolution IA. Alors la première chose, c'est vraiment le tsunami de contenu. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde, mais c'est sans précédent. Il faut imaginer que les images étaient l'apanage avant d'une toute petite poignée de gens, on va dire 10% de la population, qui produisait pour 100% de la population. C'était vraiment ça. Et qui avait un caractère un peu magique. D'ailleurs, image, magie, c'est les mêmes lettres. Hein. Et les premières images qu'on a retrouvées de l'humanité, c'est Lascaux. Lascaux, c'était pour capturer, on pense, l'esprit des animaux avant la chasse, le lendemain, etc. Et en fait, quand on regarde, quand on revient à la genèse de l'image, il y avait un caractère un peu magique. Ensuite, c'était les statues tribales qu'on a pu retrouver dans plusieurs civilisations. Ensuite, on a eu les grands maîtres, ensuite les Da Vinci et autres, qui étaient des magiciens aussi, hein, qui maîtrisaient le nombre d'or, 1,618, les messages cachés, les perspectives et autres. Donc il y avait encore un caractère un peu magique. Après, il y a eu le XXe siècle avec l'explosion des images. Mais en fait, et donc avec les architectes, les designers, les peintres, les photographes, les publicitaires, les video game guys, etc., explosion des fabricants d'images, on va dire. Mais en gros, on a 15% de la population qui fait partie de cette caste un peu privilégiée dont notre industrie fait partie, qui produit des images pour 100% de l'humanité. Et ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, quand un réalisateur ou un photographe parle de son boulot, c'est ce que j'ai voulu faire, et puis il y a la lumière sur lui, et c'est vachement important, on me pose la question. Il y a un truc un peu sacré encore, il y a encore un truc un peu magicien, un peu faiseur d'images, magie, quoi. Et ça a explosé en vol. Vraiment qu'on réalise ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai un slide qui est dans une autre presse, qui est 8 billion prompters. C'est-à-dire qu'on rentre, si vous savez parler, vous savez prompter, point. Il y a 8 billion prompters. Il y a le prompting pour les nouvelles générations, les enfants de nos enfants, c'est juste naturel. Ils vont prompter à la maternelle. C'est-à-dire que quand les parents iront voir les dessins à l'école, il y aura quelques dessins sur les murs, mais à un moment donné, la prof ou le prof press play et on verra les films qui ont été faits par des gamins de 5 ans sur est-ce que tu as un hippocampe dans le ciel avec papa et la maison et 2 soleils. Et puis la machine va faire ça. Et certains films vont être intéressants. Donc on est face à un tsunami de contenu sans précédent. Et ça, c'est la première chose qu'il faut observer. Donc comment on va réagir par rapport à ça? Tsunami de contenu. Déjà, on parle de la bataille de l'attention. Là, c'est plus la bataille de l'attention, c'est la troisième guerre mondiale de l'attention. C'est-à-dire que, imaginez une pièce, imaginez que tous vous essayez de capter mon attention, vous dire Fred. Et moi, je vais regarder, là, je vais voir un pull un peu rouge, donc je vais me dire, et au premier rang, donc mon regard va aller dessus. Ensuite, ensuite une tête un peu familière, etc. Mais ça va être dur de capter mon attention si vous êtes tous en compétition. Imaginez, maintenant, je rentre dans une salle qui fait 100 fois le nombre de personnes. Et qui font tous Fred. Ça va être encore plus dur de capter mon attention. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand on bosse pour les marques aujourd'hui, c'est qu'on rentre du coup dans un monde où ça va être encore plus dur que ça n'a jamais été pour émerger.
Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a un petit peu un corollaire de ça, et on commence déjà à le voir, et moi je crois beaucoup à ça, je crois à la fatigue, c'est-à-dire je pense que déjà, pour ceux qui sont vraiment, tout comme toute notre industrie, c'est-à-dire sur les social media toute la journée, il y a déjà une fatigue, on dit, les Américains disent AI fatigue, et je pense que, ils disent fatigue, et je pense il y a déjà une lassitude avec ce volume de contenu. Moi je le vois sur mes 3 fils, c'est des Gen Z. Parfois, je leur montre un film et que je trouve canon. Je leur montre le film. Je suis là, regarde, c'est incroyable et tout. Et puis yeah, cool. Non, c'est pas cool, c'est incroyable. Et ouais, cool, juste cool, c'est tout. Et donc, je vois les Gen Z, on peut leur montrer des chefs-d'œuvre publicitaires, ils sont ouais, cool. Et déjà, je me dis, putain, c'est dur, quoi. Mais ça va être pire. C'est-à-dire que on va tellement avoir toute la journée des films super intéressants, super divertissants, voire géniaux, qu'on va complètement se lasser. Et il y a aussi, je pense même qu'on va arriver à une AI anger, parce qu'il y a une forme d'agressivité de tous ces messages, et même parfois de l'excellence de ces messages, mais trop, et on n'en peut plus. Et le FOMO est en train de disparaître. Hein. C'est-à-dire qu'on a été FOMO pendant quelques temps. Moi, tout autour de moi, tous mes copains, ils n'ont plus du tout de FOMO. C'est-à-dire, je parle d'une super série qui est sortie il y a 5 ans. On était obligé de la regarder, la série, au moins les 3 premiers épisodes pour parler dans les dîners en ville. Aujourd'hui, on n'a rien à foutre. Ouais, je sais, il paraît que c'est génial. Et alors, tu fais quoi ce week-end? Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus de FOMO. Le FOMO a disparu parce qu'il y a trop. Et trop, ça a tué le FOMO. Ce qui est bien en soi, parce que maintenant, on se reconcentre peut-être sur des choses plus utiles et intéressantes. Mais donc, je pense que le FOMO est mort. Il va mourir encore plus. On va s'en foutre de rater les 99% de shows qu'on n'a pas vus. C'est pas grave, en fait. On s'en fout. Et ensuite, il y a aussi un truc qui est quand même vachement important, parce que là, on parle de luxe, on est sur le monde du luxe. Le luxe, quand même, le fondement, il y a plusieurs règles du luxe, la gestion des silences, la gestion des espaces, la gestion d'une forme d'intimidation de l'audience, etc. Il y a plein de choses pour définir le luxe, mais qu'il y a quand même eu un élément majeur quand on parle de luxe, c'est de contrôle quand même, c'est contrôle de l'image. C'est vraiment l'obsession des marques de luxe. Déjà, une marque qui arrive à être consistante et à contrôler ses codes, déjà, c'est la tenue correcte exigée, on va dire, d'une marque de luxe. Et ça devient compliqué puisqu'on rentre dans un monde, et vous avez pu le constater, où tout le monde fait des films Saint-Laurent, Dior, toute la journée. Ça y est, c'est-à-dire que là, je viens de voir un film d'un studio en Inde. C'est un petit studio qui a absolument rien de luxe, tout ça. Ils ont sorti un film Saint-Laurent. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça devient très compliqué de contrôler, puisque donc UGC, c'est User Generated Content, hein, ou Consumer Generated Content, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde maintenant se permet de faire des fausses pubs, etc. Et ça part dans tous les sens. Et on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, une fausse pub Saint-Laurent cartonne, fasse le tour du monde et fasse 57 millions de vues. Et donc ça pose des vraies questions pour Saint-Laurent, parce que Saint-Laurent qui attaque ce petit studio en Inde avec 3 gars qui bossent dans la banlieue de Mumbai, ça fait désordre aussi de les attaquer. Donc ils ne peuvent pas vraiment directement attaquer en disant... alors qu'en plus le film est bien et qu'il y a 150 000 commentaires positifs. Donc il y a une perte de contrôle de l'image, et ça c'est un paradigme qui est vraiment nouveau. Ensuite, il y a une perte de sens, c'est-à-dire qu'à force d'envoyer des messages, on perd le sens des marques. Et ça c'est vachement important, parce que un des éléments essentiels de la survie des marques aujourd'hui, c'est d'avoir un sens. Et c'est je pense que Raphaël sera d'accord avec moi, c'est vraiment de donner une direction et un sens dans la société à une marque. Et une marque qui aujourd'hui n'a pas de sens dans la société, elle prend quand même le risque de se trouver à un moment disqualifiée par une marque concurrente qui, elle, a su apporter un sens. Et donc dans ce brouhaha, ça va être de plus en plus difficile de communiquer le sens de la marque. Et ça peut être un décrochage à terme. Ensuite, il y a une compétition fatale, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait avec Sophie. Il y a une compétition qui peut être fatale, parce que décider de gérer un silence pour une marque de luxe et se dire on ne va pas trop communiquer, pendant une semaine on ne va rien dire et après on va lancer notre collection, par exemple. Mais une semaine, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on n'est pas dans un contexte abstrait, absolu, dans le monde réel, ce qu'on appelle le IRL aux États-Unis. On n'est pas dans le IRL. On est dans un contexte qui est extrêmement cadré, qui est le contexte des algorithmes. Et donc un silence dans ce monde des algorithmes, alors ça peut être très satisfaisant pour la self-esteem de la marque, se dire nous on gère nos silences, etc.
Mais en réalité, dans le monde de la tech, c'est juste pas efficace. C'est un risque de décrochage. Et donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut quand même produire, il faut exister. Et ça peut être antinomique parfois avec ce que la marque a envie de faire pour conserver son statut. Ensuite, il y a une production value, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que un des outils de domination du monde du luxe versus le monde pas du luxe, c'est l'argent. Je veux dire, il est évident que des groupes comme Kering, LVMH ou Hermès, etc., sont contents de mettre de l'argent dans une pub et sont très heureux, ou L'Oréal, sont très heureux de mettre de l'argent dans une égérie, mais de mettre 5 millions, parfois plus, dans une égérie, parce que ça crée une barrière à l'entrée de ce monde, tout simplement. C'est-à-dire, enfin, il y a d'autres intérêts, évidemment, il y a l'impact de la célébrité, ce que signifie la célébrité, le sens qu'elle apporte, etc. Il y a plein d'autres paramètres, plein d'autres critères. Mais il y a quand même un critère qui est la barrière à l'entrée, c'est-à-dire que soudain, ça rend de prendre Charlize Theron sur J'adore, ça met quand même tous les petits fabricants de parfums qui viennent de se lancer à Los Angeles, il y en a un par semaine, une nouvelle marque de parfums et de cosmétiques par semaine. Ils disent, bon, le jour où je peux me payer Charlize Theron avec une grosse production et puis avec Gavras à la caméra, c'est pas tout de suite, hein, ça va être dans 20 ans, quoi. Et donc, il y a quand même une barrière à l'entrée entretenue par le monde du luxe et qui, aujourd'hui, va exploser en vol, puisque maintenant, on peut amener une production value extraordinaire avec un film AI qui coûte, je sais pas, entre 30 et 100 000. Donc, on peut faire un truc, une production value d'un film et j'ai compris je sais pas, à 5 millions, parfois plus. Donc ça, c'est un paramètre aussi nouveau, c'est how to cope with this. Et donc, et ensuite, il y a ce dont on parlait un petit peu aussi tout à l'heure, une banalisation de l'excellence, c'est-à-dire que comme tout le monde peut maintenant prompter, tout le monde peut maintenant produire, un banquier à la City qui n'a aucune notion de l'esthétique peut, avec les outils IA aujourd'hui, et surtout ceux de demain, produire des choses vraiment intéressantes. Parce qu'il faut imaginer qu'avec le chemin que prend l'IA, on est tous créateurs, tous, dans tous les domaines. C'est-à-dire potentiellement, vous êtes écrivain, réalisateur, photographe, architecte, musicien, vous êtes tout. Même sans avoir la culture du domaine. Je prends un exemple, l'architecture. Dans le futur, il faudra, alors je ne sais pas quel média on aura, est-ce que c'est des lunettes, des écrans, une puce dans le cerveau directement, un hologramme, peu importe le média, d'accord? Le média, on verra ce que c'est. Mais à l'avenir, si je dis « fais-moi une maison », il y aura une maison devant moi, d'une façon ou d'une autre. Il y aura une maison devant moi. Et ensuite, je vais dire 4 chambres, il y aura 4 chambres. 4 chambres ensuite, il y aura 4 salles de bain. Fais-moi une piscine, il y aura une piscine. Piscine qui impressionne mes potes, piscine qui impressionne les potes. Et ensuite, et là j'ai zéro culture en architecture, je cite aucun architecte, je vais dire, mais je veux que cette maison quand même, elle impressionne mes copains architectes sur les références architecturales que tu utilises. Bram, sans culture, j'ai une maison qui est vraiment elevated. Et ça c'est intéressant je trouve, parce que ça veut dire, ça montre à quel point on est dans un schéma de démocratisation mais extrême. Ça veut dire, je prends un autre exemple dans la musique, on pourra très bien dire, vous avez peut-être essayé Udio et puis d'autres outils AI en musique, on pourra dire, fais-moi un gros son de Camptown, West Coast, et il y aura un gros son de Camptown, West Coast. Et moi, je suis juste un petit blanc d'ici, quoi. Mais il y aura vraiment ça. Et ensuite, je vais lui dire, et pareil, je fais exprès, dans mon prompt, je mets aucune référence culturelle, je suis un très mauvais musicien, et je vais dire, donc je vais utiliser aucun vocabulaire de musicien, mais je vais dire, fais-moi une intro un peu plus brutale. Voilà, un mot normal. Bam, il va faire une intro brutale. Ensuite, j'aimerais que tu me déroutes 2 fois dans le morceau, parce que là, c'est trop convenu. Il va me dérouter 2 fois dans le morceau. Ensuite, j'aimerais, etc. Et j'aimerais que ce soit quand même un truc, si Snoop écoute ça, je ne veux pas avoir l'air d'un idiot. Donc, mets-moi quand même quelques références, tu vois, ou si Pharrell l'écoute, je veux quand même ça. Et ça va le faire. Et j'ai toujours aucune culture musicale quand je dis ça. Et il y aura un morceau, et ce morceau, je vais le lancer en social media, et on n'est pas à l'abri que ce morceau rencontre un succès. Ça peut être un succès. Et ça peut être un succès fulgurant. Et peut-être que ce sera devant Drake. Voilà. Et donc, c'est dire à quel point il y a une démocratisation aujourd'hui. Et ça change beaucoup. C'est-à-dire que donc il y aura une banalisation de l'excellence. Et c'est fou les conséquences sur nous. Et je continue. Et donc, cette uniformité peut aussi
gommer un petit peu les aspérités des marques. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un tel volume de contenu, et ces contenus vont passer par des outils de plus en plus performants qui s'appuient, le synthétique va nourrir le synthétique, et donc ça va être de plus en plus dur de simplement développer une forme de singularité, puisque tout le monde va faire excellent. Alors je ne dis pas génie, hein. Vous avez bien vu que quand vous promptez 300 signatures, c'est rare de trouver une signature de génie, et de toute façon, il faut un génie publicitaire pour pointer la bonne signature. Bon, on en est là aujourd'hui, hein. Mais quand même, le niveau moyen va être très bon, voire excellent. On le sait, les outils vont être là pour ça. On a vu avec AI Agent, hein, le prompt du film Puma, c'était fais-moi une pub Puma, hein. Donc, parce qu'après, il y avait des AI Agents qui ont pris le relais sur toutes les micro-parcelles de comment fabriquer un film, du concept au storytelling, à la direction artistique, au montage, au mixage, etc. etc. Donc, très difficile de garder et de développer une forme de singularité. Et ensuite, je dirais, quand on parle de luxe, on parle bien sûr, bon, l'équation depuis LVMH, l'équation luxe égale rare est quand même moins centrale, on va dire, mais quand même, il y a quand même toujours, puisque c'est dans l'ADN de cette catégorie, il y a quand même toujours cette idée de la rareté, et on la retrouve maintenant, on est dans la masse production depuis LVMH, mais on la retrouve avec toute la culture drop, hein. Vous avez vu, on est vraiment globalement dans une culture drop, donc série limitée. Les séries limitées atteignent des prix extraordinaires, et donc ça veut dire que même dans cette masse production, on cherche quand même à retrouver des éléments de rareté. Donc c'est quand même une idée qui est encore vivante dans cette catégorie de business. Et évidemment, bon, la rareté explose en vol, et elle peut vraiment disqualifier puisqu'elle est dans un contexte non pas abstrait ou non pas absolu dans le monde réel, elle est dans un contexte qui est les algorithmes. Alors, voilà, ça pour le constat. Donc, et après, pour être positif, hein, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à un constat négatif, il faut essayer de voir si on n'a pas des petites solutions. Et donc, pareil, j'ai réfléchi au bon sens. Je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien, je suis vraiment un entrepreneur. Donc, ce que j'ai pu voir depuis 2 ans pour aider les marques, en fait, à évoluer et voir thrive dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau monde. Et donc, je vous ai mis 9 petits mécanismes de défense qui me paraissent intéressants. Alors, on va passer le showreel puisqu'on l'a déjà vu. Hop, voilà. Un, c'est, je pense qu'il y a une... Enfin, ils ne sont pas dans l'ordre d'ailleurs, hein, ils sont dans le désordre, je vous le dis, mais on l'a mis en un, mais c'est les encodants des marques. Et je sais qu'LVMH est déjà dessus pour avoir eu des discussions avec pas mal de responsables stratégiques LVMH ou d'autres, hein. Mais les marques sont en train de comprendre à quel point il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les codes des marques, les encodants, et d'aller sur des encodants beaucoup plus bold qu'avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, il y a certainement des marques dans la salle, il ne faut pas hésiter à avoir un bandeau d'une couleur qui coupe la moitié de l'image. Vous vous rappelez du IBM à l'époque, bleu et noir et blanc par exemple, oui, ce qui était vraiment... on voyait que IBM, hein, c'était vraiment, c'était assez hardcore, radical, les films en noir et blanc, la bande bleue. Mais ça, on va le voir de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va le voir. C'est-à-dire les marques auront de moins en moins peur d'avoir une très très forte personnalité en direction artistique, extrêmement marquée, extrêmement bold. C'est-à-dire que le côté récent, le monde du luxe, on l'a vu, vous avez tous vu les logos, à quel point les logos petit à petit se ressemblent de plus en plus. On va en revenir de ça, c'est sûr, on va en revenir, on va faire le chemin arrière. D'ailleurs, on l'a vu sur une marque récemment, on a vu Burberry's, hein, Burberry's qui avait lâché le cavalier, qui arrivait à Burberry's, un peu à la Saint-Laurent, un peu bon, qui a suivi un petit peu ce mouvement de minimal, des lettres, presque un peu opticien. On est presque dans le côté opticien, noir et blanc, hyper lisible, ou Chanel, vraiment. Et on va en revenir parce que nécessairement, il va falloir travailler des encodants très différenciants. Et donc, on va en revenir. Et on a vu donc Burberry's qui a lâché, qui est revenu, hein, au cavalier, hein. Donc, ils l'ont ramené maintenant partout. Donc, les encodants vont être plus importants qu'avant. Ensuite, il faut rentrer dans la danse. Une deuxième chose, c'est que résister, c'est vraiment prendre un risque, hein. Il faut surtout pas. Il faut vraiment faire comme Sophie. Il y a certainement des marques dans la salle. Il faut y aller, quoi qu'il se passe. Et je trouve que Sophie a utilisé un mot parfait quand elle a dit il faut jouer. Voilà. Et c'est-à-dire, il ne faut pas stresser, il ne faut surtout pas, et l'AI ne doit pas stresser. L'AI, de toute façon, c'est le domaine dans lequel il y a le plus d'argent. Vous vous rappelez Trump qui disait 500 milliards. Donc, c'est le domaine dans lequel il y a le plus d'argent aujourd'hui. Donc, de toute façon, la tech va suivre. Donc, surtout, stressez pas sur la tech, ça ne sert à rien. Ça va être organique, ça va être intuitif, ça va être juste de discuter avec une machine qui va faire.
et ce sera une danse avec la machine. Surtout, ne vous arrêtez pas à la technologie, vous ne laissez pas impressionner par les autoproclamés gourous de l'IA sur LinkedIn qui essayent de vous complexer avec un vocabulaire technique. Ça n'a aucun sens. Le jour où un player comme Apple rentre dans le game, Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démocratisé. Et d'ailleurs, c'est hallucinant que première boîte du monde, Apple, est en retard sur l'IA. Mais donc, ils ont démocratisé. À chaque fois qu'ils abordent un domaine, ils font de 7 à 77 ans. Et ils démocratisent le montage, la photo, le film, etc. Quand ils vont rentrer sur l'IA, ça ne va pas être avec des flags et des modifiers en fin de prompt. Hein. Ça va être juste de discuter avec Apple et Apple va faire. Voilà. Donc ça va être aussi simple que ça. Donc on va rentrer dans un monde où le prompting, il ne faudra pas frimer avec parce qu'on ne pourra pas vraiment frimer avec. Hein. Donc il faut vraiment y aller. Il faut y aller dans une danse. C'est-à-dire que c'est un outil, et c'est vrai, il y a ce débat, est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est plus qu'un outil? C'est un outil, mais c'est un outil alien quand même. Hein. Donc c'est pas Photoshop. C'est-à-dire que dans les 3 étapes, intention, génération, curation, qui sont les 3 étapes du prompting, il y a quand même il y a ce truc de bien l'utiliser, c'est quand même savoir l'écouter. C'est-à-dire que comme on est face à une intelligence alien, c'est quand même dommage, si vous étiez face à un alien, c'est dommage de ne pas écouter ce qu'il a à dire. Ben, c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas Photoshop, c'est pas on dicte ce qu'on veut à un outil, c'est vraiment une danse avec cet outil. Et moi, j'aime bien donner l'exemple de Kandinsky. C'est-à-dire Kandinsky, la légende de Kandinsky, c'est qu'il arrive dans son studio le matin et la cleaning person avait retourné la peinture. C'était un début de peinture figurative à l'époque. Et la personne qui avait nettoyé avait en fait, vu que c'était le début de la peinture, l'avait mise à l'envers sur le mur pour nettoyer le sol. Et quand Kandinsky a vu ça, il a eu, je dirais, l'humilité, l'intelligence et le génie de se dire, c'est plus intéressant que ce que j'avais en tête. Et ce n'est pas une mince affaire puisqu'il a inventé l'art abstrait. Donc la légende veut que ce soit cette histoire. Et c'est un peu ça le prompting, c'est-à-dire que ce n'est pas de dicter à un outil, c'est de rentrer dans une danse avec la machine. Et pour tous les prompteurs, je pense qu'il y en a là-bas parce que je vois des petits... Et je pense que pour tous les prompteurs, on sait qu'il y a un moment où la machine revient avec quelque chose qui n'était pas l'intention originale, mais qui peut être plus intéressant que l'intention originale. Et c'est ça qu'il faut avoir l'humilité de ça et savoir l'écouter et tirer le fil de ce qui est en train de se passer dans cette danse à égalité. Comme une danse, comme dans une danse à deux, on écoute le corps de l'autre, ce que le corps de l'autre suggère, et on crée à deux, en fait. Et donc c'est ça, le bon prompting, c'est ça. Donc il faut rentrer dans la danse avec l'IA, il ne faut pas en avoir peur, il faut y aller dans un mindset de jouer, et il ne faut surtout pas avoir le FOMO de « Ah, il y a une nouvelle AI, je ne l'ai pas essayé, je n'ai pas essayé DeepSeek, je n'ai pas essayé... » Et ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que, de toute façon, c'est le domaine dans lequel il y a le plus d'argent, et dès qu'il y a une nouvelle fonction, par exemple, on attendait tous character continuation, c'est-à-dire que les storytellers comme moi, on attendait character continuation, c'est-à-dire qu'on faisait des très belles scènes, mais il y avait pas, on n'arrivait pas à garder le même personnage d'une scène à l'autre, même si le prompting était précis sur un type en cravate bleue avec machin, c'était quelqu'un d'autre. Et donc c'était chiant pour le storytelling, et location continuation, c'est vraiment les 2 trucs qu'on attendait tous. Alors on trichait, on faisait du text to image, image to vidéo, et donc il y avait une vraie étape Photoshop au milieu pour tricher avant l'animation, pour recréer cette character continuation et cette location continuation. Et à un moment donné, Runway, d'ailleurs Runway qui est un de nos partenaires, parce qu'on est un des 5 studios mondiaux sélectionnés par Runway, j'ai eu la chance d'avoir le patron de Runway qui m'a dit « Fred, Imagination was a no-brainer », qui était vraiment pour moi mieux qu'un lion d'or, et à Cannes. Et donc quand Runway a craqué ça, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'on était tous contents dans l'industrie, mais ça veut dire que le jour où ils l'ont craqué, tous les studios, enfin, toutes les boîtes AI du monde ont travaillé pour intégrer cette fonction. Ils se sont dit, sinon, tout passe sur Runway, quoi. Et donc, tout le monde a intégré cette fonction beaucoup plus rapidement. Donc, il n'y a pas de FOMO à avoir. C'est un peu comme la guitare. C'est-à-dire, si vous êtes un guitariste, vous êtes à l'aise sur Gibson, bah, vous restez sur Gibson, on s'en fout. De toute façon, ça viendra. Donc, il ne faut pas stresser. Il faut prendre 2-3 AI que vous aimez bien, y aller avec, rester avec, stick to it, cherchez même pas à comprendre autre chose. Mais donc, il faut y aller, par contre, parce que ne pas y aller, c'est un danger. Ensuite, créer de la valeur, c'est-à-dire que évidemment, dans ce, bon, c'est basique, hein, mais c'est quand même, il faut quand même qu'on s'en rappelle. Il y a une désaffection générale aujourd'hui des social media des marques, et les chiffres sont alarmants. Hein. C'est 40% de moins en moins cette année de likes, enfin de gens qui suivent la marque, et moins 90% sur l'engagement, hein, globalement. Donc c'est alarmant. Il y a un décrochage, les gens en ont marre. En fait, des marques qui postent leurs produits, en fait, hein, tout simplement. Donc vraiment, il y a une exigence aujourd'hui qu'il n'y en avait pas avant, une exigence soit d'entertainment, de qualité d'entertainment,
soit de qualité de contenu, c'est-à-dire informationnel. Soit c'est un contenu utile, soit c'est un contenu divertissant, mais un contenu simplement produit peut presque être perçu comme agaçant aujourd'hui. Donc c'est voilà, encore une fois, le niveau 0 monte. Ensuite, j'accélère parce que Jayla me fait un petit signe sur le temps. Donc j'accélère, mais ensuite, oui, c'est-à-dire que évidemment, les publicitaires, on n'est pas là que pour faire des belles choses ou des choses drôles, etc. On est aussi là pour se poser une question fondamentale sur le sens de la marque et ce qu'elle apporte, sa raison d'être, au-delà simplement de vendre. Par exemple, Sophie, ce qu'elle fait, elle vend une certaine idée de la femme. C'est ça qu'elle vend. C'est pas des sacs, en fait. Elle vend des sacs, bien sûr, mais le sac n'est que la conséquence d'une certaine idée de la femme en société et de son rôle en société. Et c'est ça qu'elle vend. C'est avec ça qu'on connecte. Et by the way, ça s'exprime, ça s'incarne dans des super sacs. Mais d'abord et avant tout, il y a une certaine idée. Et donc, évidemment, dans ce brouhaha de non-sens, puisqu'il va y avoir beaucoup de non-sens, puisque tout le monde va s'improviser dans tous les métiers. Donc il va y avoir beaucoup de non-sens. Il va falloir être encore plus accroché à sa raison d'être et à sa mission. Donc, et être vraiment rigoureux dans exprimer ça, le répéter, etc. Ensuite, j'accélère. Je pense quand même, et j'y crois moi ça, on avait un petit peu avec le social media décroché et pour les vintage qu'il y a dans la salle, qui ont connu plusieurs époques publicitaires, il y a eu un moment, cette grande époque de la big idea et du big storytelling. Et on a un petit peu décroché de cette big idea, de ce big storytelling, avec le social media, puisqu'on est passé sur production massive de contenu, et on a avec des trucs beaucoup plus courts, avec faut accrocher l'audience en 2 secondes, et donc on a un peu décroché de ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir comment les Gen Z redécouvrent des vieux films publicitaires, on dit mais c'était dingue, mais pourquoi on fait plus ça? Bah, à cause de vous. Et mais donc on s'adapte. Mais donc je pense que le big storytelling, c'est quand même un des autres éléments pour réémerger. C'est-à-dire que, et là je pense vraiment à Hollywood, hein. Moi, la personne qui m'a dit la chose la plus intéressante sur la pub, c'était pas un publicitaire, c'était un producteur à Hollywood quand j'habitais à Los Angeles. Il m'a dit, Fred, never forget that for a good story, you need a bad guy. If you don't have a bad guy, you don't have a good story. Et donc, le bad guy peut être, pour Karl Marx, le bad guy, c'est le capitalisme. Hein. Ce n'est pas forcément une personne, je veux dire physique. Mais il faut un bad guy. S'il n'y a pas de bad guy, il n'y a pas d'histoire. Donc le bad guy je sais pas, d'une marque qui est sur la mobilité, c'est l'immobilisme, et c'est le ou ne rien faire, ou le laziness, ou il faut choisir un bad guy. C'est-à-dire que l'histoire n'existe que s'il y a un méchant dans l'histoire. Voilà. Et il y a des règles comme ça qui sont, et là c'est les règles de Hollywood, hein, faut regarder, hein. C'est de raconter une histoire à travers un vecteur émotionnel, une personne. Vous avez vu Walk the Dog, le film, qui était un four complet avec Dustin Hoffman et De Niro. C'est fou. C'est un des histoires un des plus gros fails d'Hollywood, avec 2 superstars, où ils fabriquent une guerre en fait. En média, vous l'avez vu ce film Walk the Dog? En fait, c'est une fausse guerre, et donc ils prennent une petite fille qui pleure avec derrière et pour engager tout un pays dans la guerre en fait. Et c'est vachement intéressant ce film parce que bon, c'est un four complet, ça n'a pas marché, mais c'était super intéressant parce que il y avait vraiment les règles du storytelling. Comment on fait pleurer une nation pour engager dans une guerre, etc. C'était vraiment un truc très critique en fait sur les manipulations des médias, presque à la Noam Chomsky. Hein. C'était vraiment super intéressant. Le fond de l'histoire était vraiment intéressant. Et donc parce qu'il y a des grandes règles du storytelling qu'a craqué Hollywood depuis très longtemps. Et donc, c'est important dans ce brouhaha pour les marques de vraiment se réintéresser au vrai storytelling. Pas simplement shoot mon produit, c'est beau, il y a une belle lumière, mais vraiment comprendre le storytelling. Et ensuite, je pense que dans ce monde, ici on est honnête, on a valorisé récemment des humains robots. C'est-à-dire qu'on a tous entendu oh, cette fille ou ce mec, c'est incroyable. Il ou elle bosse jour et nuit avec une rigueur incroyable. C'est une machine. Et là, on disait oh, c'est une machine. Et tout le monde était ah ouais, c'est une machine. Promotion, chef de département, etc. Et donc, on connaît l'histoire, c'est-à-dire que notre société a valorisé les machines, en fait. Les humains, machines. En fait, on a machinisé l'homme au lieu d'humaniser la machine. Et donc, et c'était vraiment mais aujourd'hui, avec la météorie de GPT, ça, c'est disqualifié complètement puisque la machine nous explose dans tous les domaines.
de toute façon, dans tous ces domaines à elle, pardon, dans tous ces domaines à elle. On ne va pas rentrer en compétition sur la rapidité avec GPT, sur la rigueur avec GPT. C'est pas là-dessus qu'on peut rentrer en compétition, puisqu'on est déjà écrasé. Et avec AGI, on va être encore plus écrasé. Artificial General Intelligence. Donc on va être de toute façon complètement disqualifié sur toutes les qualités qui ont un rapport avec la machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une prophétie un peu à la Wall-E. Vous vous rappelez Wall-E? C'était intéressant parce que le seul qui avait un comportement humain et des sentiments humains, c'était un robot. Et les humains avaient perdu leur humanité, et c'est un petit robot qui réapprenait aux humains ce qu'était l'humanité. C'est vraiment intéressant comme prophétie. On est dans une prophétie un peu analogue, pas exactement similaire, mais un peu analogue, puisque la machine va nous pousser dans nos retranchements, puisque le raz-de-marée qui arrive sur les cols blancs va être un peu analogue au raz-de-marée qu'il y a eu sur les cols bleus quand on a automatisé les usines. Et si on est honnête, on n'a pas été très empathique. On s'est dit c'est normal, c'est le progrès et tout. Là, ça arrive sur les cols blancs, donc sur nous, sur la société de service. Et donc, il y a des questions essentielles. Une question essentielle qui va se poser, c'est notre compétitivité par rapport à la machine. Quelle est notre compétitivité pour ne pas tomber dans l'obsolescence dont parle Yuval Noah Harari, l'écrivain de Sapiens? Je pense que vous avez vu, naissance à une caste d'inutile. On y arrive. Hein. Et c'est une idée qui était là depuis longtemps, puisque quand Benoît Hamon parlait de salaire universel, il reprenait simplement une idée de la Silicon Valley qui existe depuis 30 ans, qui est le UBI, Universal Basic Income. Et donc, je veux dire, parce qu'on va être obsolète, beaucoup d'entre nous vont être obsolètes. Et donc, la façon de se re-rendre, j'accélère, hein, de se re-rendre, il reste 3 slides, la façon de se re-rendre compétitif, c'est de développer plutôt les qualités humaines, donc l'empathie, la compassion, l'imperfection en un seul mot, le sens du beau, etc. Et c'est ça qu'il va falloir retravailler. De la sensibilité qui était devenue ringarde dans notre société, elle va être revalorisée. Moi, j'essaie d'embaucher des gens sensibles, des gens qui peuvent pleurer sur une couleur ou sur une note de musique parce qu'on en a besoin. On a besoin de ce radar émotionnel, puisque pour la génération, on va être assisté. Ensuite, il faut transcender les standards, c'est-à-dire qu'on va devoir... Vous savez que dans les étapes, il y a l'ambition au départ, il y a l'intention qui est le prompting, la génération, ensuite la curation, mais l'intention doit porter une ambition, puisque le niveau général va monter. Donc il va falloir avoir vraiment l'ambition de faire quelque chose qui se démarque et qui est au-dessus de la mêlée. Donc c'est un truc très important, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire dans les standards. Il va falloir être obsédé par l'idée de transcender les standards dans chaque catégorie de business. Ensuite, l'esthétique, c'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que nous on s'oriente vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles nous on s'oriente art and luxury ou fashion, beauty, luxury, etc. Parce que le brouhaha va être tel que quand même la curation va être un élément important pour se démarquer. Et là, on a un rôle à jouer, nous les Français, puisque le goût, c'est la culture, et on a un pays de culture. Donc on a un rôle à jouer par rapport à ça. Et là, c'est vraiment bien un cocorico et tout, parce que vraiment, on peut faire la différence, les Français, parce qu'on a la culture et le goût. Donc ça, c'est très important, c'est de revaloriser le goût, en fait, le bon goût. Et donc l'esthétique, le sens du beau, puisque dans ce brouhaha, il y a beaucoup de laideur, en fait. Hein. C'est pour ça que nous, au début, on était un peu gênés par l'IA. On a foncé, mais on était gênés parce qu'on détestait l'esthétique IA, qui était un peu darkish, un peu sci-fi, un peu la même chose, un peu surréaliste avec du rose. Et on n'aimait pas parce que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on veut faire esthétiquement pour les marques et pour les marques de luxe. Donc recélébrer l'esthétique, la beauté, le sens du beau, et qui peut passer par l'imperfection. Et la machine est parfaite, on ne l'est pas. Donc l'imperfection redevient intéressante. Et je terminerai ensuite sur faire le chemin antinomique, c'est-à-dire qu'on était dans une société qui a, on va dire, machinisé l'homme, et aujourd'hui, il faut plutôt humaniser la machine, c'est-à-dire que plutôt, il faut qu'on soit, en fait, reprendre le devant et contre-attaquer, c'est d'essayer d'humaniser la machine, et donc d'essayer de pousser la machine à être de plus en plus émotionnelle, et à vraiment faire avoir une ambition émotionnelle, comme on l'a vu sur certains des petits films que je vous ai montrés sur Longchamp, par exemple. Et voilà, et d'être obsédé par cette idée que la machine est là, non pas pour nous remplacer, puisque quand même le grand remplacement par la machine arrive, mais elle ne doit pas être là pour ça, elle doit être là et elle doit être utilisée pour augmenter nos qualités humaines. Donc les qualités humaines, on en parlait, hein, compassion, sens du beau, etc., amour, gut feeling, tout ça. Et donc on doit utiliser la machine pour augmenter ça et ne pas se laisser remplacer. Voilà. Et voilà. Et donc après, je terminerai juste en vous disant, d'abord merci. Si vous voulez connecter avec moi en social media, je vous mets le petit flash code. Et vous dire que c'est une époque passionnante. Moi, j'ai presque un dédoublement, c'est-à-dire que je suis à la fois surexcité, en même temps, je suis
surangoissé au même moment. Et à chaque fois que je parle d'IA, je suis là, c'est cool, c'est cool. Et en même temps, il y a un dédoublement parce que je vois un autre Fred qui regarde Fred en disant, t'es sûr que c'est vraiment si cool? Et en même temps, je me dis, c'est tellement bien, c'est comme assister à une énorme catastrophe. Et on se dit, mais quand même, on pourra dire que j'étais là, quoi. Et, donc, et voilà. Et je terminerai en disant, c'est vraiment le combat de l'époque. Et nous, on essaye d'être là-dessus, à une toute petite échelle de mini-studio ridicule. Mais le combat de l'époque, c'est d'essayer, puisque l'AI, c'est evolution. C'est comme dit Elon Musk, c'est-à-dire c'est inarrêtable, c'est evolution. C'est d'essayer de participer à ce grand mouvement de l'avènement de l'AI, puisqu'elle va être partout, dans toute notre société, dans toute notre vie, mais avec conscience. Et la conscience, c'est comment est-ce qu'on peut quand même garder une utilité à l'humain et garder l'humain au centre. Voilà. Et c'est ça notre combat à tous, pour tous ceux qui sont vivants en 2025, c'est comment on arrive à créer cette nouvelle société qui a un bon équilibre entre l'homme et la machine. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Bon, bravo. Moi, je propose qu'on applaudisse bien fort Fred. La promesse de ce festival, c'est de vous plonger dans le grand bain de l'IA. On a trouvé le maître nageur qu'il faut, je crois, avec Fred Draillard. Merci à lui. Et ça continue maintenant le festival dans la salle d'à côté avec les directeurs communication les plus innovants. Ça va démarrer dans 5 minutes.